Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Remaniement ministériel au Gabon. L'ancien opposant Alexandre Barrot-Chambrier fait son entrée dans le gouvernement de transition comme vice-premier ministre. Déploiement d'un nouveau dispositif pour lutter contre l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Les opérations militaires conjointes entre les FARDC et la force de la SADC ont débuté. Ce nouvel appui militaire remplace la force de l'EAC. Et le boxeur camerounais Francis Ngannou sera de nouveau sur le ring le 8 mars prochain. L'ancienne star de MMA affrontera le Britannique Anthony Joshua dans la catégorie des poids lourds, un combat très attendu par les amateurs de la discipline. Modification du gouvernement de transition au Gabon. L'équipe dirigée par le Premier ministre Raymond Ndong Sima depuis septembre dernier a été élargie le 17 janvier. Il y a désormais 31 ministres contre 26 dans le gouvernement précédent, avec un changement majeur, l'entrée de l'opposant Alexandre Barrot-Chambrier au poste de vice-premier ministre. Plus de détails avec Nathalie Moho. Au Gabon, le Premier ministre Raymond Ndong Sima dirige désormais un gouvernement plus élargi. Le remaniement opéré le 17 janvier 2024 a fait passer le nombre de ministres de 27 à 31. Principale entrée dans le nouvel exécutif gabonais, Alexandre Barrot-Chambrier, économiste, administrateur du Fonds monétaire international de 1998 à 2002, qui a été nommé au poste de vice-premier ministre. Il a été porté à la tête du portefeuille de la planification et de la prospective au sein du deuxième gouvernement au Gabon depuis le début de la transition. L'esprit qui m'anime est d'œuvrer à trouver des solutions aux défis et attentes socio-économiques des populations gabonaises en collaboration avec les autres membres du gouvernement. Je me réjouis d'unir mes forces aux leurs en apportant mon expérience et expertise à l'œuvre de restauration de la nation. Le remaniement du gouvernement a apporté d'importants changements dans la composition de l'exécutif gabonais. Le président de la transition ne cumule plus les fonctions de ministre de la Défense nationale et celui de l'Intérieur, des postes désormais occupés par Brigitte Okanoa et Herman Imongo, respectivement. De plus, dans le domaine social, le ministère de la Santé a été détaché de celui des Affaires sociales, avec à leur tête Adrien Mugugu et Nadia Nathalie Yawang. Chaque membre du gouvernement doit faire la preuve de son dévouement à l'intérêt général et la nécessaire dignité inhérente à l'exercice d'une parcelle du pouvoir. Chaque membre du gouvernement doit être habité par la claire conscience qu'il ne joue pas une aventure personnelle, qu'il a en charge un projet qui dépasse sa personne. Le nouveau gouvernement se compose de 8 femmes et 23 hommes contre 7 femmes et 19 hommes précédemment. Alexandre Barrot-Chambrier, le nouveau vice-premier ministre chargé de la planification et de la prospective, est attendu sur la réalisation des réformes sociales souhaitées par le président de la transition Brice Oligui Nguema. C'est le 5e poste auquel il accède au sein du gouvernement gabonais, lui qui a servi sous les régimes d'Omar Bongo Ondimba et d'Ali Bongo Ondimba, où il a notamment été ministre des Mines, du pétrole et des hydrocarbures entre 2011 et 2012. Également dans l'actualité au Tchad, le Premier ministre Succès Masra a prononcé ce 18 janvier son premier discours devant le Conseil national de transition, CNT, depuis sa désignation le 1er janvier 2024. Le chef du gouvernement de transition a présenté un programme politique pour un Tchad nouveau, devant conduire à la fin de la transition prévue fin 2024. Éducation, emploi, justice, santé, énergie ou encore sécurité ont été passés en revue. Le chef de la primature tchadienne a clairement affiché son souhait d'organiser les meilleures élections de l'histoire du pays en définissant un calendrier, un chronogramme et en mettant les moyens physiques et financiers nécessaires pour y parvenir. Nouveau dispositif déployé pour lutter contre l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Les opérations militaires conjointes entre les forces armées congolaises, FARDC, et la force régionale de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, ont débuté. Cet appui militaire remplace la force régionale de l'EAC.
la communauté d'Afrique de l'Est, jugée inefficace par les autorités congolaises, dont la mission a duré à peine un an. Les explications de Mildred Diamou. Alors que la République démocratique du Congo a entamé le processus de désengagement des soldats de l'ONU de son territoire, le pays explore de nouvelles pistes de coopération pour faire face à l'insécurité à l'Est. L'armée congolaise a annoncé le 16 janvier 2024 le début des opérations militaires conjointes avec la force régionale de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Déployées dans la province du Nord Kivu, les troupes de la SADC auront un mandat offensif de participer notamment à la protection des civils et à la récupération des zones occupées par les rebelles du M23. L'annonce du début des opérations conjointes FARDC, armée congolaise et forces de la SADC donne l'impression que le Congo confie la mission régalienne de la défense de son territoire national à des forces étrangères. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, le Congo a reproché à la MONUSCO de ne pas être assez offensif contre le M23. Les mêmes reproches ont été effectués contre les forces de l'EAC, ce qui a conduit à une rupture avec le Congo. Le déploiement de la force régionale de la SADC en RDC a été approuvé par les chefs d'État et de gouvernement du bloc sous-régional en mai 2023 lors du sommet extraordinaire tenu en Namibie comme une réponse régionale face à l'instabilité dans l'est du pays. La mission de la SADC a été déployée dans le pays fin décembre 2023 pour un mandat d'1 an. Elle vient remplacer celle de la communauté d'Afrique de l'Est, partie du territoire congolais, et accusée de cohabiter avec les rebelles du M23. Aujourd'hui, on fait appel à la SADC en leur confiant cette mission régalienne. Est-ce que le Congo a-t-il des garanties que les militaires namibiens, sud-africains et autres vont aller à la guerre directe avec le M23 et son puissant protecteur, le Rwanda? C'est ça la grande question. Que cela soit annoncé par l'état-major de l'armée et non le gouvernement, peut-être aussi sujet à des interrogations. Composée essentiellement d'éléments de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie et du Malawi, la force de la SADC aura pour principale mission de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans la lutte contre les rebelles du M23 qui occupent plusieurs zones en Masisi et Rutshuru au nord Kivu. La République démocratique du Congo compte près de 7 millions de déplacés, dont 5,5 millions dans l'Est, selon les données officielles. Dans le reste de l'actualité, en Ouganda, le leader du principal parti d'opposition, Bobi Wine, a déclaré ce jeudi avoir été placé en résidence surveillée avant une manifestation prévue contre le pouvoir. Il s'agit d'une énième assignation à résidence pour Bobi Wine qui a fait l'objet de multiples interpellations ces dernières années. Un autre ancien candidat à la présidentielle de 2021 et opposant a lui aussi annoncé ce jeudi avoir été empêché de sortir de chez lui. Il s'agit de Kizza Besigye. Ces déclarations surviennent alors que l'Ouganda accueille 2 sommets internationaux en quelques jours, à savoir le 19e sommet du mouvement des non-alignés qui s'est ouvert le 15 janvier et le sommet extraordinaire de l'IGAD qui s'est tenu ce 18 janvier. Remise en liberté sous caution accordée à l'ancien président Ernest B. Koroma en Sierra Leone. Cette requête formulée par la défense a été acceptée sur fond de raisons médicales par la Haute Cour de justice le 17 janvier, date à laquelle l'ex-chef de l'État devait comparaître pour son rôle présumé dans la tentative de coup d'État du 26 novembre 2023, ce qui interroge sur la suite qui sera donnée à ce procès. Le point avec Samantha Saberou-Sabouba. L'ancien président de la Sierra Leone, Ernest B. Koroma, a été libéré sous caution le 17 janvier 2024 par la Haute Cour de justice, mettant ainsi fin à 6 semaines d'assignation à résidence. Il était en attente de son procès dans son implication présumée dans la tentative de coup d'État du 26 novembre 2023. Il a été inculpé de 4 infractions dont trahison et dissimulation de preuves. Les avocats d'Ernest B. Koroma, qui ont invoqué des raisons de santé, ont plaidé pour sa libération et son transfert au Nigeria pour des soins médicaux.
La libération sous caution de l'ex-président de la Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, était juridiquement prévisible. Prévisible dans le sens où il est juste inculpé et sa culpabilité n'est pas encore établie, ce qui fait prévaloir la présomption d'innocence. Statuant donc sur des raisons de santé, ces avocats, si le système médical en Sierra Leone ne permet pas d'apporter à l'ancien président les soins nécessaires à son traitement, fait prévaloir la raison médicale, surtout qu'il n'est pas encore reconnu coupable. Cette affaire a attiré l'attention de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui a intensifié ses efforts diplomatiques pour résoudre la situation. Des missions ont été effectuées en Sierra Leone par des représentants de la CEDEAO qui ont discuté avec le gouvernement de la possibilité d'un exil temporaire de Koroma au Nigeria. La CEDEAO craint une nouvelle instabilité dans la région après la série de coups d'État observés ces 5 dernières années. Cette libération sous caution découle de conséquences. La première, le fait de ralentir l'instruction du dossier du fait de son indisponibilité. Et la deuxième, si pendant l'instruction du dossier qu'il est hors du pays, c'est-à-dire à l'étranger pour les soins, si jamais il y avait des preuves qui sont découvertes et qu'il est reconnu coupable à son absence, ça peut être une opportunité pour l'ex-président de transformer son voyage pour raison médicale en exil politique. Ce qui lui ferait échapper, du moins temporairement, aux conséquences et aux sanctions. L'annonce de la libération de Koroma a provoqué diverses réactions au sein de la population sierra-léonaise. Selon la presse locale, des manifestations contre le gouvernement sont annoncées dans plusieurs localités du pays. La situation reste tendue à Freetown avec le déploiement de forces de sécurité dans la capitale et l'annonce par la CEDEAO du déploiement imminent d'une force de stabilisation. Les experts estiment que le transfert de l'ex-chef d'État Ernest Bai Koroma hors de la Sierra Leone pourrait aider à apaiser les tensions actuelles. Un partenariat stratégique vient d'être signé dans le domaine de la tech. Vodafone et Microsoft vont collaborer pendant 10 ans pour créer ensemble des plateformes numériques axées autour de l'intelligence artificielle et du cloud. Il s'agit d'une coopération de taille puisque la société de télécommunications britannique Vodafone est présente dans 47 pays en Afrique. Plus de détails avec Amen Edge. L'entreprise de communication technologique Vodafone a conclu un partenariat de 10 ans avec Microsoft pour offrir sur les marchés africains des services d'entreprise numérique axés sur le client, générateur d'intelligence artificielle et de cloud. Il s'agit de 1,5 milliard de dollars de financement visant à remplacer les centres de données physiques par des services de cloud Azure moins coûteux et évolutifs. Si c'est pour les externaliser vers, en tout cas, les États-Unis et autres, ça va poser un gros problème parce qu'aujourd'hui, la tendance en Afrique, c'est que nous conservons nos données en Afrique en termes de souveraineté numérique. Et toute la question sur la protection de données à caractère personnel nous oblige à prendre les mesures nécessaires pour que nous puissions avoir la souveraineté sur nos données. Ça suppose que ces données existent sur nos propres territoires. Ainsi, la multinationale informatique Microsoft deviendra un investisseur en capital dans la plateforme IoT Internet des objets gérée par Vodafone et aidera à développer la plateforme financière mobile de Vodafone en Afrique. Les deux partenaires y trouvent une opportunité d'aider les entreprises à se numériser, le marché adressable étant d'une valeur de 140 milliards d'euros. C'est une bonne chose à la fois, mais une inquiétude pour le développement du numérique en Afrique en termes d'initiatives ici et là parce que ce sont des mastodontes qui arrivent sur le continent et donc ça veut dire que les initiatives africaines des jeunes, des entreprises, des startups ou bien des PME africaines peuvent avoir subi des concurrences plus ou moins un peu déloyales parce qu'ils ont des capacités que les PME africains n'ont pas encore. Le projet cible à la fois les particuliers et les entreprises et représente environ 100 millions de consommateurs et 1 million de petites et moyennes entreprises sur le continent africain. Selon Margherita Delaval, directrice générale de Vodafone, l'accord signé avec Microsoft permettra d'accélérer la transformation numérique des entreprises clientes, en particulier les petites et moyennes entreprises.
Nouvelle année, nouveau défi pour l'ancienne star de MMA Francis Ngannou, le Camerounais qui avait impressionné les amateurs de boxe en octobre dernier en combattant contre Tyson Fury, affrontera le 8 mars le Britannique Anthony Joshua dans la catégorie des poids lourds. Le combat a été officialisé le 15 janvier à Londres lors d'une conférence de presse. Le point avec Catherine Gobet. Le champion d'arts martiaux mixtes, Francis Ngannou, va affronter le Britannique Anthony Joshua dans un combat de boxe poids lourd le 8 mars 2024 en Arabie Saoudite. Le combat, officialisé lors de la conférence de presse conjointe des deux pugilistes le 15 janvier 2024 à Londres, se déroulera en 10 rounds. Les deux hommes se sont d'ailleurs chauffés devant un public excité lors de cette conférence de presse électrique durant laquelle le prédateur camerounais affichait la volonté d'éteindre son adversaire. Je pense que nous sommes ici aujourd'hui simplement parce que j'ai ce rêve que je n'ai jamais abandonné. Cela fait presque 25 ans ou plus que je rêve de boxer et nous sommes ici aujourd'hui. L'ancien champion de l'UFC, âgé de 37 ans, a fait ses débuts en boxe professionnelle en octobre 2023 à Riyad, lors d'un combat d'anthologie durant lequel il a mis au tapis Tyson Fury, le champion de la World Boxing Council des poids lourds, avant de perdre sur un score serré. Le Camerounais, pour sa deuxième descente sur un ring de boxe, sera aux prises avec le champion britannique de 34 ans, Anthony Joshua, qui a terminé l'année 2023 avec 3 victoires. Selon des observateurs, le combat entre Francis Ngannou et Anthony Joshua est une belle affiche, rappelant le Rumble in the Jungle en 1974, opposant Mohamed Ali à George Foreman à Kinshasa. Le match avec Fury, c'est du passé. Passons maintenant à celui-ci qui est le plus important. Chaque défi doit être perçu et préparé comme étant le plus important, comme étant le plus grand obstacle, comme étant le plus difficile. Actuellement sous contrat avec la Professional Fighters League, Francis Ngannou se prépare pour un retour imminent dans l'arène MMA. Selon le Sport Business Journal, le duel devrait permettre à l'athlète camerounais Francis Ngannou de recevoir près de 18,6 millions d'euros, tandis qu'Anthony Joshua encaissera environ 36 millions d'euros. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.